Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. L'une des informations de la nuit, c'est Daesh. Daesh qui menace Israël. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'Hugo Micheron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au sein de la chaire d'excellence Moyen-Orient-Méditerranée de l'École normale supérieure. Et vous avez publié un ouvrage important, Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison, chez Gallimard. Un ouvrage qui est en quelque sorte une sociologie, mais aussi et surtout, je dirais, une histoire du djihadisme français. Hugo Micheron, une réaction à cette menace de Daesh? Daesh, depuis le mois de mars 2019, a perdu toute emprise territoriale au Levant. Depuis l'automne, a perdu son calife autoproclamé et donc est dans un besoin de visibilité médiatique pour essayer de faire perdurer son organisation dans les esprits. Et donc, de ce point de vue-là, menacer Israël est une occasion assez opportune, finalement, d'apparaître médiatiquement et de donner cette impression de permanence. Puisqu'il faut le rappeler, Daesh avait prétendu proclamer un califat universel, qui donc n'a été qu'éphémère, et donc a besoin pour ça de se perpétrer dans les médias, dans les esprits, à travers un certain nombre d'actions. Donc ça peut être des actions terroristes, c'est un moyen très efficace souvent pour exister médiatiquement et politiquement. Mais ça peut être également de s'en prendre à des ennemis extrêmement visibles, comme peut être Israël dans la région, par ailleurs dans un moment de tension extrême en ce moment au Moyen-Orient, notamment à cause des tensions entre les États-Unis, donc un des soutiens importants à Israël, et l'Iran, un autre ennemi très important d'Israël dans la région. Mais alors par quel biais Daesh pourrait frapper Israël, puisque Daesh est, semble-t-il, extrêmement affaibli aujourd'hui, Hugo Micheron? Oui, Daesh a perdu en fait la quasi-totalité de ses capacités logistiques et opérationnelles dans la région. Donc il est probable qu'il n'ait pas ces capacités, d'autant plus que même Daesh, à son apogée territorial et militaire, en 2015-2016, ne s'en est jamais pris à Israël. Et même, ce qui est d'autant plus surprenant, dans les discours, finalement, la propagande de Daesh était beaucoup plus centrée sur l'Europe et la lutte contre les autres musulmans que contre Israël et même contre le régime de Bachar al-Assad, alors même que Daesh a émergé du chaos syrien et au sein d'une opposition syrienne au régime de Bachar al-Assad. Mais alors comment justement vous expliquez cela? Parce que Daesh a soigneusement évité Israël, alors même que l'antisionisme, je ne veux pas faire d'humour noir, mais évidemment était l'un des piliers de Daesh, Hugo Micheron. À vrai dire, on le retrouvait aussi chez Al-Qaïda, c'est-à-dire quand la préoccupation des djihadistes est souvent tout autre. En l'occurrence, Daesh cherchait vraiment à établir un territoire et à contrôler ce territoire dans le nord-est de la Syrie et dans l'ouest de l'Irak. Et donc, pour eux, ce qui était fondamental, c'était le contrôle des frontières. Et donc, tous les ennemis auxquels se confrontait Daesh, c'était ses ennemis immédiats, c'est-à-dire l'opposition syrienne qui ne voulait pas les rejoindre et qui contestait au contraire la prétention de Daesh de la représenter, de représenter quoi que ce soit d'ailleurs, mais aussi le régime irakien. Et finalement, ouvrir un nouveau front contre Israël, c'était presque l'assurance d'être détruit immédiatement. Donc, dans cette logique, il valait mieux se contenter de lutter contre les Kurdes, contre les Irakiens, contre les forces directement accessibles. Et aussi, ne pas oublier que Daesh a cherché délibérément à ouvrir un front en Europe. Et c'était vraiment tout le sens des attentats depuis 2015. Renvoyer des Européens endoctrinés, c'était pour justement déstabiliser l'Europe et ouvrir un front sur place. Dans les différents entretiens que vous avez menés, Hugo Micheron, et qu'on trouve donc dans votre livre « Le djihadisme français », on voit se dessiner en creux un portrait de Daesh, puisque vous avez évoqué la situation là-bas en Syrie, avec des gens qui sont revenus, avec des personnes incarcérées pour avoir été là-bas sur le théâtre des opérations. Et finalement, vous dressez le portrait d'une organisation très désorganisée. Oui, en fait, ce qui vaut pour Daesh, d'ailleurs, vaut pour le djihadisme, et j'ai envie de dire pour le modèle politique qu'incarne le djihadisme, c'est une organisation non pérenne. C'est-à-dire que Daesh a, dans son mode de fonctionnement, intégré un fonctionnement non rationnel. Et ça, c'est très important de le souligner. Daesh est une organisation millénariste, c'est-à-dire qu'ils étaient persuadés, que ce soit les dirigeants de Daesh ou leur soutien sur place, ils étaient persuadés de vivre la fin du monde tel que décrit dans l'eschatologie musulmane, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient au cœur du Levant à vivre les derniers temps de l'humanité tel que décrit dans le Coran et dans la prophétie coranique, et donc finalement qu'ils allaient être portés par le souffle de Dieu et
et que finalement, ce qu'ils faisaient n'était rien d'autre que de remplir le dessein divin. Et donc, de ce point de vue-là, il y avait dans cette fuite en avant, dans la violence, dans les conquêtes, etc., le sentiment qu'ils allaient forcément gagner puisque c'était leur destin. Et donc, de ce point de vue-là, Daesh a concrètement fonctionné de façon très, très irrationnelle en interne. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre déjà que Daesh s'est attaché à contrôler les frontières. Si Daesh a pu tenir 4 ans au Moyen-Orient, c'est parce qu'ils contrôlaient des postes frontières le long de la frontière turque et du coup qu'ils arrivaient à être nourris en hommes. Le modèle de Daesh, c'est vraiment le modèle du contrôle de la chair à canon des hommes qui arrivaient, qui étaient envoyés au front et souvent qui n'en revenaient pas. Avec à noter que Daesh, c'est la seule organisation militaire au monde qui cherche délibérément à sacrifier ses hommes. Donc encore une fois, cette non-durabilité du système. Et oui, parmi les documents étonnants qu'il y a dans votre livre, il y a cette fiche d'état civil de Daesh où il est mention de la date où la personne va mourir, puisque de toute façon, elle est là pour mourir, Hugo Micheron. Oui, alors c'est très intéressant cette fiche, en fait, donc, qui est remplie par un inspecteur de Daesh à la frontière, si j'ose dire, au moment où se présentent les volontaires. Donc c'est des fiches qui sont dédiées uniquement aux hommes. Et effectivement, la première question, c'est le nom et le prénom. Et puis très rapidement, la deuxième ou troisième question, c'est le groupe sanguin, qui montre vraiment l'orientation militaire de l'organisation. Et puis la dernière, c'est date et lieu de mort. Ce qui montre que finalement, Daesh, pour ces nouveaux venus, entrevoit une autre fin que celle que souvent ces individus imaginent, puisqu'ils y vont pour peupler ce qu'ils croient être un territoire, un État islamique, comme ils se le représentent, alors qu'en fait, ils vont finir au fond. Mais ce contrôle de la chair, donc de la chair à canon pour les hommes, diffère légèrement pour les femmes, voire totalement, puisque le contrôle de la chair, c'est aussi la chair féminine. Et les femmes qui vont arriver vont être finalement incarcérés d'une certaine manière pour les célibataires dans des maisons, dans des maisons uniquement dédiées aux femmes en attendant qu'elles se marient. Et pour celles qui sont déjà mariées, elles sont regroupées dans des appartements en attendant que leurs hommes rentrent du front. Et cette dimension est très importante parce que du coup, les femmes ne vont pas être confrontées au combat. Et ça va créer une dissonance cognitive très importante entre l'expérience des hommes qui sont surexposés au combat, d'une part, et l'expérience des femmes qui, elles, vivent dans une bulle, finalement, totalement à l'écart du front et qui, du coup, ne se représentent pas la réalité du djihad. Et de ce point de vue-là, ça crée des expériences très, très dissonantes, ce qui fait que souvent les femmes vont être beaucoup moins désidéologisées, beaucoup moins frappées par l'abandon, on va dire, les hommes ont été coincés dans les taux du djihad et finalement le djihad s'est démonétarisé pour eux d'évaluer une fois qu'ils ont compris que finalement c'était une boucherie. Les femmes, elles, derrière, se retrouvent dans une situation très très différente. Et vous racontez même que lorsqu'il a été question pour des femmes en France de faire un attentat raté, eh bien, cela a été très mal perçu et finalement a précipité la discorde au sein de Daesh, Hugo Micheron. Oui, parce qu'en fait, la pierre angulaire de Daesh, c'est véritablement le contrôle des femmes. Alors ça, il faut le préciser, c'est une grande nouveauté dans le mouvement djihadiste, dans les mouvements djihadistes qu'a apporté Daesh. Jusqu'en 2015, l'ensemble des groupes djihadistes dans le monde se construisent justement autour de l'idée que les femmes n'en font pas partie. Et si on prend l'exemple d'Al-Qaïda, Al-Qaïda avait un mode de recrutement qui était extrêmement sélectif. C'est-à-dire que c'était la cooptation, des hommes rentrés et puis coopter leurs amis, ce qui crée des petits nombres très soudés. Daesh, en se proclamant un État islamique, fait le pari inverse. C'est-à-dire, ils vont accueillir n'importe qui veut se rendre sur leur territoire avec cette idée que la sélection va se faire en aval, sur les zones de front, etc. Et donc, du coup, tous ceux que le recrutement sélectif d'Al-Qaïda devait laisser de côté, donc les convertis récents, les psychopathes, et donc, dans une autre mesure, les femmes, vont être accueillis sous Daesh. Et Daesh va incorporer les femmes et en faire la pierre angulaire de son fonctionnement, avec cette idée que les femmes vont être la source d'autonomisation de Daesh dans la denrée la plus précieuse pour Daesh, c'est-à-dire les hommes, les combattants. Les femmes vont être cantonnées à des rôles de reproductrices et d'éducatrices, et c'est pour ça, doivent être maintenues, pour cette raison, à l'écart du front. Elles ne doivent pas prendre les armes. Et donc, quand le 4 septembre 2016, un djihadiste français mobilise depuis Raqqa 4 femmes dans ce commando féminin qui avait pour mission de faire exploser une voiture dans le quartier de Notre-Dame de Paris, eh bien évidemment, il franchit le Rubicon interne à Daesh qui consiste justement à maintenir ces femmes dans une passivité et dans des rôles de reproductrices. Et donc du coup, et de propagandistes d'ailleurs. Et donc du coup, il va être puni. Et ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le signe de la fin, le signe du délitement de Daesh, c'est-à-dire le plus grand interdit qui est l'activisme féminin est franchi. Et c'est le moment où en fait Daesh accumule les défaites et donc il ne restera après plus qu'une fuite en avant.
Attentat qui échoue suite à l'amateurisme de ces jeunes filles qui achètent du diesel et pas de l'essence parce que c'est moins cher. Or, le diesel n'explose pas comme l'essence. On a l'impression, Hugo Micheron, qu'il y a, au-delà donc des meurtres, des terribles tortures auxquelles s'est livré Daesh, des attentats évidemment, et notamment sur le sol français, qu'il y a un amateurisme qui fait que finalement cette organisation ne pouvait pas réussir. Oui, en fait, concrètement, Daesh, c'est une organisation militaire qui a été structurée par les anciens officiers du renseignement irakien, qui ont été vraiment au cœur de la machine du pouvoir de Daesh, et qui se sont alliés avec les djihadistes les plus extrémistes. C'est presque vraiment un pléonasme que de dire extrémisme et djihadisme, mais c'est-à-dire que c'est vraiment la frange la plus dure des djihadistes qui était à la tête de Daesh et qui s'est alliée avec les pires anciens officiers du renseignement. Et donc ça donne finalement un califat qui n'a rien d'un califat, mais tout d'une prison à ciel ouvert, où en fait tout est compartimenté. J'ai expliqué le fonctionnement à l'instant de la frontière, mais à vrai dire, une fois que ces individus, les volontaires, avaient passé la frontière, c'était encore pire. Ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Il y avait plus finalement de contrôle sous Daesh qu'il n'y en a jamais eu dans cette région du monde, pourtant soumis à différents pouvoirs autoritaires depuis plusieurs générations. Il y avait par ailleurs une extrême rigidité, si bien que même des salafistes et des djihadistes patentés se retrouvaient dans un système de contraintes qu'ils n'imaginaient pas. Et donc ça, c'est ce qui explique aussi l'échec de Daesh, c'est qu'en fait, on se représente souvent l'échec de Daesh comme étant une victoire de la coalition militaire, alors qu'en fait, Daesh s'est effondré de l'intérieur. Ça a été favorisé par la coalition, mais véritablement, le système n'était pas pérenne. Mais alors quand Barack Obama a dit, par exemple, que Daesh ne représentait pas une menace géopolitique majeure, il avait raison ou il avait tort, Hugo Micheron? Il a dit ça dans un contexte où il voulait désengager les forces américaines du Moyen-Orient. Donc finalement, cette déclaration opportune lui permettait de justifier. La réalité, c'est que en fait, on a agi trop tard face à Daesh. Et il a fallu attendre, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Obama, il a fallu attendre la décapitation d'un otage américain qui était un journaliste américain présent sur zone pour que les États-Unis décident finalement de s'investir durablement dans la coalition contre Daesh. De la même façon, j'ai envie de dire, il a fallu attendre malheureusement les attentats du 7 et du 9 janvier contre Charlie Hebdo et l'hypercacher pour que la France prenne conscience de la réalité djihadiste qui était pourtant une réalité depuis 15 ans dans le pays et plus largement en Europe de l'Ouest. Et donc de ce point de vue-là, on a laissé partir des trains. Il a fallu vraiment attendre que se manifeste le djihadisme dans sa forme la plus violente et surtout en menaçant le plus directement nos intérêts sécuritaires pour agir. Et ça, donc je ne peux pas, de ce point de vue-là, qualifier la déclaration de Barack Obama de particulièrement pertinente sur la question. Vous dites que Daesh est une organisation irrationnelle, millénariste. Les djihadistes, et notamment les djihadistes français que vous avez rencontrés. Alors, il y a eu une querelle entre les islamologues français, les uns considérant qu'il y avait un lien très fort entre le salafisme et la création de terroristes, les autres disant finalement que le djihadisme était une idéologie radicale comme une autre, qu'à une époque on pouvait être gauchiste et que maintenant on était djihadiste. Vous, où vous situez-vous, Hugo Micheron, entre ces deux thèses? Très clairement, la thèse qui met de côté la dimension religieuse et idéologique, je crois qu'elle est totalement insuffisante. C'est-à-dire parce qu'en en fait, elle va très loin. Elle réduit très régulièrement cette thèse, a tendance à présenter le djihadisme aussi comme le résultat d'une pulsion nihiliste. Sous-entendu, ces djihadistes seraient partis en Syrie parce qu'ils ont un désir de mort et qu'ils voulaient se détruire sur place. La réalité, c'est que ces individus étaient extrêmement idéologisés, souvent avant leur départ. Mais réduire le djihadisme à simplement une dérive religieuse, je pense, ferait également l'impasse sur la réalité, dans le sens où le djihadisme doit se lire à la confluence en fait de différentes. C'est un phénomène complexe à la confluence de différentes sciences sociales. Il y a une dimension socio-économique, il y a une dimension psychologique qui doit être importante, mais la dimension religieuse ne peut pas être mise de côté au risque de se priver d'une grande partie de la réalité de ce phénomène. Et pour autant, dans votre livre, vous battez en brèche la thèse socio-économique. Vous considérez, Hugo Micheron, que ce ne sont pas nécessairement les zones pauvres, les laissés pour compte qui deviennent des djihadistes. Oui, alors en fait, je bats en brèche, encore une fois, la thèse qui réduit le djihadisme à ça. Et en fait, ce que je prône, c'est plutôt une ouverture dans l'analyse du sujet, un décloisonnement
pour réussir à en comprendre vraiment l'ensemble des variables. On peut prendre donc sur cette question, il a été souvent avancé également, et plus tard, en fait, à partir de 2018, c'est un débat finalement qui est venu a posteriori, après les attentats, qui consistait à dire finalement que le djihadisme, c'était une sorte de revanche sociale d'exclus musulmans qui prendraient des armes parce qu'ils ne sont pas intégrés dans la société française. Alors, outre que finalement ces thèses qui se veulent protéger, on va dire, le débat public d'un certain nombre de fantasmes sont relativement dangereuses, parce que finalement elles contribuent aussi à prolonger la possibilité d'une égalité entre exclus musulmans et djihadistes, qui moi me semble totalement faux. Outre ça, cette dimension, elle me paraît aussi extrêmement problématique, parce que finalement les zones de départ en Syrie et en Irak ne correspondent pas aux zones les plus marginalisées, de la même façon que les zones, il faut intégrer de nouveaux facteurs pour le prendre. Alors, vous donnez un exemple, pardonnez-moi, Hugo Micheron, en introduction de votre livre, vous dites, voilà, Lunel a produit énormément de djihadistes, Chanteloup-les-Vignes, donc une zone aussi paupérisée, n'en a pas produit. Qu'est-ce qui s'est passé comme différence? Pourquoi cette différence entre ces deux lieux, Hugo Micheron? Alors, les exemples, cet exemple est un exemple que je prends, mais on pourrait le multiplier. Il y a la Lunel, petite classe moyenne, ville de petite classe moyenne, Marseille, très paupérisée, 25 départs à Lunel, quasiment zéro à Marseille. Ça vaut aussi pour la Belgique. On pourrait vraiment démultiplier les exemples. La différence, systématiquement, c'est la présence d'acteurs historiques. Ce qu'on trouve à Trappes et qu'on ne trouve pas à Chanteloup-les-Vignes, pourtant distante de quelques kilomètres, partageant le même panorama socio-économique, c'est des anciens du GIA algérien, donc du groupement islamique armé, des djihadistes qui étaient présents dans les années 90, qui se sont implantés à Trappes. Et ça, dans toutes les zones, les 10 à 15 zones en France qui vont être massivement concernées par des départs pour la Syrie entre 2012 et 2018, on va systématiquement trouver la présence de prédicateurs salafo-djihadistes depuis 15 ans qui ont travaillé le terreau. Et c'est le terrain social, mais c'est aussi le terrain religieux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'analyse au maximum et restituer ces dynamiques dans le long terme. Donc, s'il y a une géographie, il y a aussi une histoire du djihadisme français. On va continuer de l'évoquer, Hugo Micheron. Vous le faites dans votre livre qui est, comme je l'ai dit, un ouvrage important. Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison, c'est publié aux éditions Gallimard. On se retrouve aux environs de 8h20. Vous serez rejoint par une avocate qui défend des djihadistes, d'anciens ou des personnes qu'elle considère comme étant accusées à tort de djihadisme. Marie Dosé, l'avocate, sera avec vous dans quelques minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, et oui, puisque Frédéric Seyss a évoqué la question de la responsabilité d'un homme que l'on pourrait percevoir comme un terroriste, là en l'occurrence celui qui a tué Sarah Halimi. Et justement, nos deux invités ont travaillé sur la question des djihadistes. L'un est chercheur, il publie Le djihadisme français, il s'agit d'Hugo Micheron, c'est aux éditions Gallimard, et l'autre est avocate, Marie Dosé. Les victoires de Daesh, vous défendez un certain nombre de personnes accusées à tort ou à raison de terrorisme. La question de la responsabilité du terroriste ou d'une personne qui se livre à un crime de ce type, comment se pose-t-elle dans la justice française? Mais elle se pose, en tout cas judiciairement, de la même façon que pour tous les autres justiciables. C'est-à-dire que des collèges d'experts sont saisis pour déterminer si oui ou non il y a responsabilité pénale. Et à partir de là, lorsque la responsabilité pénale est actée par les collèges d'experts, il y a tout de même une audience devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, on l'oublie, avec les parties civiles qui sont représentées à cette audience. Et des audiences parfois douloureuses, parce que dans le box, les parties civiles se rendent compte aussi de l'état psychologique et psychiatrique de celui qui a commis l'infraction. Donc évidemment que l'indépendance de la justice doit être respectée, et que là, en l'occurrence, c'est plutôt un président de la République qui répond à une opinion publique pour aller vers la cassure de cette indépendance de la justice. Et c'est dommage. Ça me fait penser à cette femme sur la légitime défense, vous savez, avec François Hollande, qui avait terminé par la gracier. Jacqueline voilà. Sauvage. Merci, je cherchais son nom, qui avait partiellement gracié cette femme pour qu'elle puisse bénéficier d'une libération conditionnelle. Et les magistrats, d'ailleurs, avaient résisté en refusant cet aménagement de peine. Ça, c'est la question donc des présidents de la République et de l'indépendance de la justice. L'avocate que vous êtes, ça ne lui arrive jamais de se dire que les experts se sont trompés dans leur expertise?
Alors, ça m'arrive dans la mesure où, mais pas sur le... très franchement, je vais vous le dire, ça m'arrive sur l'analyse d'une personne. Il y a des expertises... Oui, c'est à ça que je pense, d'ailleurs. Oui, mais pas sur la responsabilité pénale. Vous voyez, c'est pas la même chose. Sur des expertises médico-psychologiques ou psychiatriques, il m'arrive d'être en désaccord ou de ne pas très bien comprendre ce que l'expert raconte, et je demande une contre-expertise. Mais sur la responsabilité pénale, très sincèrement, les collèges d'experts sont tout de même, font un travail considérable et contradictoire d'ailleurs, puisqu'on peut quand même demander à faire des observations ou des contre-expertises, et in fine, c'est difficilement contestable. Mais alors, Hugo Micheron, parce que dans votre livre, vous faites des portraits de djihadistes, ou bien parce que vous les avez rencontrés, ou bien parce que vous nous racontez leur histoire. Et alors, il y a toute une série de sociopathes, de psychopathes, je ne sais pas comment les appeler. Alors, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, il s'appelle Barou. C'est une sorte de fondu, comme on dirait un peu vulgairement. Il n'est pas content de l'autorité de Daesh, il s'en prend à Daesh alors qu'il est en Syrie. Puis les gens de Daesh le repèrent et se disent que celui-ci est encore plus dingue que les autres. Et il va être envoyé au front en première ligne. Lui, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? Il appartient à un profil, il y en a bien d'autres. Donc c'est une partie des djihadistes qui ont rejoint Daesh qui en fait étaient connus pour leur ultra-violence. En l'occurrence, cet individu était, avant d'être djihadiste, un détenu de droit commun. Il avait déjà été incarcéré pour des faits de violence très importants. Et quand il est parti en Syrie, il a tout à fait été assimilé au projet destructeur de Daesh, parce que Daesh avait besoin de ces individus pour ses basses œuvres et leur offrait, en fait, dans la continuité, dans la violence, la rédemption par le djihad. Et donc ça, c'est une dimension très importante chez Barou et qui me sert, en fait, non pas tant à faire une hagiographie de sa trajectoire, mais plutôt à montrer des dynamiques, des parcours qui nous permettent de faire sens de la réalité djihadiste. Cet individu était un sociopathe parce que Daesh avait besoin de sociopathes. Et là encore, c'est une distinction à faire avec les autres mouvements djihadistes. En l'occurrence, il va être promu par le front. C'est-à-dire que Daesh va d'abord considérer son ultra-violence comme problématique parce qu'il est insoumis. Or, ils ont besoin qu'il réponde aux ordres. Puis quand ils comprennent finalement que cet homme est capable d'éprouver à peu près n'importe quelle situation, ils vont en faire leur homme de main. Et si bien que cet individu va se retrouver probablement impliqué dans les attentats du 13 novembre en France. Et donc c'est une frange du djihadisme qui a été promue par le front et on en trouve d'autres, des opportunistes violents comme Abaoud aussi, l'un des membres du commando du 13 novembre. Il avait tout à fait ce profil, passé par la délinquance, djihadisé au passage et renvoyé en France pour commettre des attentats. Maître Marie Dauzé, vous, dans votre livre, vous faites d'autres portraits. J'aimerais par exemple que vous nous présentiez Rachid, 25 ans. De quoi est-il accusé et comment, pour vous, a-t-il un certain nombre de circonstances atténuantes? Bref, présentez-nous ce profil de Rachid. Mais au-delà de la circonstance atténuante, Rachid a été rattrapé par l'institution judiciaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parti 3 semaines sur zone et qui, dès l'instant où il met un pied en Syrie, n'a qu'une seule idée, c'est de fuir. Voilà. Bon, il part pour sauver les enfants syriens, oui, dit-il. Mais vous savez, Daesh a essayé d'attraper comme ça et accueilli nombre d'adolescents ou de jeunes personnes en leur faisant croire que là-bas, c'était faire de l'humanitaire. Et puis eux, soit dans leur naïveté, soit parfois aussi parce qu'ils trichaient avec eux-mêmes, ils sont allés officiellement pour cela. Mais c'est plus compliqué que ça. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'une fois que Rachid met un pied là-bas, il n'a que pour seul dessein que de fuir. Et il fuit au bout de 3 semaines. Et il abandonne son passeport. 3 années plus tard, l'affaire des Daesh Leaks, c'est-à-dire qu'on va retrouver ses passeports et qu'on va les rendre publics et il va y avoir une enquête préliminaire contre Rachid. On ne va strictement rien trouver. C'est-à-dire qu'on va le surveiller, on va le placer sur écoute téléphonique et c'est une personne qui, depuis 3 ans, n'a absolument pas attiré les services de renseignement, qui ne se rend pas à la mosquée, qui ne présente vraiment aucun indice de radicalisation ou autre. Et on va malgré tout l'arrêter pour son séjour, 3 années plus tôt. Et là, la machine judiciaire va rattraper le temps perdu. C'est-à-dire qu'on est juste après l'assassinat du père Hamel et qu'on va lui dire mais de toute façon vous ne serez pas placé sous contrôle judiciaire. Vous allez être détenu jusqu'à votre jugement parce que depuis l'assassinat du père Hamel, plus personne ne sort sous contrôle judiciaire. Et il va finir par être condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme sans aménagement, alors qu'en première instance d'ailleurs les magistrats avaient considéré qu'il fallait le condamner à 5 ans dont 3 ans sursis mis à l'épreuve, eu égard à son profil et puis eu égard au fait qu'il n'avait pas eu besoin de la justice pour comprendre en tout cas son erreur. Et
à partir de là, ce que j'explique, c'est qu'on peut créer de la défiance aussi, en uniformisant. Hugo Micheron avait raison tout à l'heure, il n'y a pas qu'un profil. Et la majorité de ceux qui sont partis n'ont pas d'antécédents judiciaires. Mais alors, ça, maître, c'est important de le dire. C'est quand même pour lui très habile, et pour vous aussi, puisque vous êtes avocate, et donc vous êtes là aussi pour bien faire votre métier, de dire, voilà, cet homme n'a rien fait, il n'y a aucune charge contre lui. Est-ce que finalement, ce garçon ne vous a pas enfumé, pardonnez-moi l'expression, ou est-ce que vous n'êtes pas en train de bien faire votre métier en nous disant qu'il est innocent? Mais jamais je n'ai dit que ce garçon n'avait rien fait. L'association de malfaiteurs, il suffit d'avoir des velléités de partir sans partir pour risquer 10 ans d'emprisonnement, minimum. Donc évidemment que mon métier, c'est pas d'être enfumé par mes clients, et je pense très sincèrement que la plupart d'entre eux, lorsqu'ils se trouvent face à leur juge, les trouvent beaucoup plus sympathiques que moi. D'abord, c'est aussi ça, c'est difficile, vous savez, mais parce que nous sommes durs avec ceux que nous défendons. Parce que justement, nous redoutons, nous aussi, nous avons une responsabilité, et nous avons peur aussi de nous tromper. Enfin, vous imaginez, j'ai rencontré des magistrats qui se sont trompés, et je sais à quel point c'est difficile à assumer, mais ça l'est aussi pour nous. Nous avons une responsabilité. Donc sachez que l'avocat n'était pas là pour essayer d'enfumer les magistrats face à leurs clients, qui prend plaisir à nous enfumer. C'est pas ça notre métier. Donc encore une fois, l'association de malfaiteurs à caractère terroriste permet de condamner à 10 années d'emprisonnement quelqu'un qui simplement sur un mail a dit « je voudrais partir en Syrie ». Donc attention. Hugo Micheron, la dissimulation, il y a même un mot particulier pour ça. Est-ce que vous aussi, vous n'en avez pas été victime dans ces entretiens avec des djihadistes? Alors certains assument tout à fait ce qu'ils ont fait, d'autres se donnent des circonstances atténuantes. Oui, l'instrumentalisation est omniprésente chez ces individus. Et moi, en tant que chercheur, j'en ai bénéficié parce que c'est parfois ce qu'ils cherchaient à me rencontrer, pensant finalement, croyant assez peu à la capacité de la recherche à comprendre ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que le simple fait de faire du terrain ne suffit pas, je crois, à pouvoir comprendre le fonctionnement du djihadisme. Par contre, ce qui le permet, c'est la capacité à passer leur discours au crible de l'analyse scientifique, de l'analyse aussi religieuse, de replacer leur parcours dans une trajectoire et de sortir de la multiplication des cas individuels pour essayer de comprendre justement les tendances collectives. Et donc de ce point de vue-là, il y a une méthodologie de recherche qui a été, je crois, sur le terrain, à la fois mon bouclier et mon épée. Mon bouclier parce qu'elle me permettait de me prémunir contre toute une logique d'instrumentalisation qu'ils ont mis en place de façon plus ou moins grossière autour de moi, et mon épée parce que c'est ce qui me permettait, à travers mon questionnaire, à travers de finalement leur tirer les vers du nez, et donc ensuite de passer tout ça à l'analyse. Finalement, leur logique était la suivante, pour ceux qui n'étaient pas encore condamnés, qui étaient des prévenus. Donc la logique, c'était finalement, ils ne croyaient pas à l'indépendance de la recherche, persuadés que j'allais travailler avec des juges ou des policiers, et donc quelque part, ils allaient essayer de me mener en bateau. Pour ceux qui étaient des détenus, donc condamnés, ils avaient un peu plus de liberté de parole, mais il y avait toujours des logiques instrumentales. À vrai dire, si vous voulez, moi je ne cherchais pas forcément à rétablir la vérité. Ce qui m'intéressait, c'était la teneur idéologique des propos et justement de réussir, au-delà de leur cas individuel, à retracer des grandes dynamiques qui permettent d'expliquer le phénomène, savoir d'où il vient pour comprendre aussi où il va. Marie Dauzé. Oui, non, et c'est pour ça que le livre d'Hugo Micheron est intéressant, mais je rappelle tout de même que les entretiens s'arrêtent au moment où les quartiers d'évaluation de la radicalisation s'ouvrent en détention, au moment où les quartiers des prises en charge de la radicalisation s'ouvrent, c'est-à-dire 2016-2017. Pas l'air d'être d'accord. Mais vos entretiens, c'est 2014-2017. Non. Ce que je veux dire, c'est ce que vous aviez indiqué. Non, c'est mon terrain qui va de 2014 dans les quartiers, puisque on parle beaucoup de la prison, mais j'ai aussi fait un terrain à l'extérieur. Oui. 2014, c'est mes premiers terrains en Syrie, en Irak et dans les quartiers. Et en prison, les terrains, les quartiers dont vous parlez, c'est l'automne 2016. Et moi, mon terrain, il termine en début 2017. Donc j'étais là. Un trimestre, mais ça fait. Non, mon terrain en prison, c'est 1 an et demi. Pardonnez-moi, il faut être quand même précis là-dessus. C'est ma méthodologie, si vous voulez, on peut en parler. Je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais par contre, ce terrain-là, il a été fait justement avant la mise en place des quartiers d'évaluation, pendant et jusqu'au début. Puis par ailleurs, j'ai eu un suivi auprès de certains nombres du personnel pénitentiaire pour comprendre l'ensemble du fonctionnement. Pourquoi qu'est-ce que vous cherchez à en tirer comme conclusion? Non, ce que je veux juste dire, c'est que jusque-là, il faut bien le dire, jusqu'à 2017-2018, le constat est catastrophique sur ce qui a été mené en matière de déradicalisation et de désengagement. Force est tout de même de constater que depuis 3 ans, parce que désormais on est à près de 3 ans de travail, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, les quartiers de prise en charge QPR de la radicalisation, puis les quartiers d'isolement après l'évaluation
change un peu la donne. Pourquoi ? On a quand même là une administration pénitentiaire, mais qui a pris conscience des programmes dévastateurs et des échecs du passé. Je ne suis pas en train de vous dire que la déradicalisation est une science exacte, mais il y a eu un vrai progrès. Et c'est pour ça que la petite phrase qui a fait le tour de la sphère médiatique d'Hugo Micheron sur l'ENA du djihad, s'agissant des prisons, en rapport aux universités du djihad, c'est-à-dire le camp Bucca et le camp Abu Ghraib, m'a choquée. Franchement, j'y vais chaque semaine. Je ne dis pas qu'on est en train de réussir, on n'a pas le droit de dire ça. Mais je dis que là, le problème est enfin pris à bras-le-corps. Hugo Micheron. Oui, moi, il ne m'appartient pas de juger le travail de la pénitentiaire pour dire bravo ou alors c'est problématique. Cette phrase, c'est un chapitre, c'est le titre d'un chapitre sur la dernière partie qui porte sur les prisons qui fait 90 pages. Donc j'espère que les gens vont le lire et se rendre compte que c'est qu'un bout. Ce livre, c'est la première fois qu'on raconte le fonctionnement du djihadisme en milieu carcéral. Mon propos, c'est de dire que bien au-delà de cette question de savoir si c'est l'ENA du djihad, c'est de savoir comment fonctionne le djihadisme en milieu carcéral. Et jusque-là, on a été victime finalement d'une vision biaisée de la prison, héritée d'un certain nombre de concepts tirés, selon moi, d'une incompréhension du travail fondateur de Michel Foucault. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, que vous nous rappeliez ce qu'a dit Michel Foucault sur la prison et en quoi c'est une mauvaise interprétation de Michel Foucault qui serait responsable finalement de la vulgate dominante. Donc en 1975, quand le philosophe Michel Foucault publie son livre « Surveiller et punir », il ne cherche pas à faire une théorie de la prison. Il cherche à présenter, à tenir un certain discours sur la prison, et de cette œuvre a été tiré deux legs qui sont très redondants dans les travaux universitaires et à vrai dire dans le débat public sur la prison. Ces deux legs, c'est d'une part de considérer que la prison est un espace coupé de tout, une sorte de forteresse coupée du reste de la société. Le deuxième leg, c'est qu'en son sein, il y aurait une asymétrie fondamentale entre des détenus privés de tout et des surveillants qui donc seraient les dépositaires d'un pouvoir presque totalitaire de l'État. C'est extrêmement intéressant ce travail, mais la réalité, c'est que ça a figé l'analyse des prisons. Pour vous, ce qui se passe, c'est autre chose aujourd'hui. Oui, parce que la prison n'est pas un cul-de-sac, ce n'est pas coupé du reste de la société, et il y a des relations carcérales qui sont extrêmement organisées. Il y a un ordre social des prisons, et ça, il y a beaucoup d'autres auteurs qui travaillent sur ce sujet, qui l'ont souligné. Et en matière de djihadisme, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que en l'espace de quelques années, on est passé de quelques dizaines de djihadistes à 500 djihadistes derrière les barreaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a plus derrière les barreaux en France qu'il y en a encore en Syrie et en Irak. Du coup, il y a eu des transformations. Ces individus ont rapporté un certain nombre de mécanismes qu'ils ont développés en Syrie. Alors ça vaut pour les traumatismes. Il y a dans le livre cet individu qui tous les matins à la prison de Fresnes se jette sous son lit parce qu'il entend les avions de l'aéroport d'Orly voisin décoller et ça lui rappelle les bombardements. Mais ce qui vaut pour les traumatismes psychologiques vaut aussi pour les codes, les valeurs et les rapports de force qui s'établissent donc en détention. Marie Dauzé, votre réaction par rapport à ça, sachant que les profils que vous présentez dans votre livre sont des profils, alors on a vu celui de cet homme qui a passé 3 semaines en Syrie, il y a aussi des profils alors là, qui n'ont rien à voir avec des combattants volontaires, il y a aussi tout simplement des mineurs. Et alors que leur arrive-t-il à ces mineurs ? Mais oui, on les oublie souvent. D'abord, il y a les mineurs qui sont partis à 15-16 ans quand on est effectivement dans l'âge du possible et surtout du pire. Hein. Et puis, il y a les mineurs qui ont été emmenés par leurs parents et qui n'ont pas eu le choix de partir, ceux-là. Et moi, je raconte l'histoire vraiment que je trouve la plus prégnante, c'est-à-dire ce petit couple qui a réussi à fuir Baghouz. Elle était encore mineure et lui tout juste majeur. Ils ont été emmenés par leurs parents. Elle avait 12 ans, il en avait 15. Et eh bien, ils ont vu leur père, leur frère, leur demi-frère mourir là-bas. Ils sont tombés amoureux avec une seule idée, c'est rejoindre le parent qui est resté en France et donc rejoindre la France pour se sauver de ce massacre. Et actuellement, ils sont détenus. Et ils le sont depuis 7 mois. Et cette gamine qui est encore rentrée mineure est toujours détenue. Ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi sont-ils détenus ? Ils sont détenus parce que le simple fait, je le répète, d'être allés en Syrie, d'avoir séjourné en Syrie, est une infraction punissable de 10 années d'emprisonnement, en tout cas pour eux. Et encore, à ce jour, l'instruction est ouverte aux criminels. Donc c'est pour ça que cette idée aussi que la justice antiterroriste française serait laxiste et que finalement on lui préférerait presque la justice irakienne, en tout cas pour monsieur le ministre des Affaires étrangères, est parfaitement fausse. Nous, avocats de la défense, nous savons combien il est difficile d'essayer de faire individualiser les peines, d'expliquer que chaque histoire est un parcours.
Alors, monsieur le ministre des Affaires étrangères, il déclare, c'est dans votre livre Maître Dosé, je note avec attention la forme de compassion qui existe de la part d'un certain nombre d'avocats. Je crois que vous pouvez vous sentir notamment visé, des avocats de femmes djihadistes, mais ce sont des combattantes. Hugo Micheron. Ben non, ce ne sont pas des combattantes, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas idéologisées. C'est ça le propos. Et donc, effectivement, ces questions, si vous voulez, les trajectoires de ces individus qui sont partis en Syrie sont, comme on a pu en discuter tout à l'heure, extrêmement chaotiques. La question, c'est de savoir ce qu'ils représentent pour la société française. Et c'est bien ça, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'attentats entre 2015 et 2020, et à vrai dire, des attentats, la France a été le pays le plus touché, on percevrait sans doute le phénomène différemment. Mais là, la question est très simple. Dans les années 90, pendant le djihad en Bosnie, il y avait quelques douzaines de djihadistes français. Aujourd'hui, il y en a officiellement plus de 2000 impliqués dans les filières de Daesh qui sont encore sur place ou qui sont en détention. Ça signifie qu'il y a eu une multiplication par 100 de ce phénomène, qui a pris donc de l'importance. C'est pour ça qu'il faut donc, je crois, réussir à resituer ces dynamiques dans un contexte plus général qui est qu'est-ce que le djihadisme français et où ça va. Il était évident que maintenant qu'ils ont perdu en Syrie et en Irak, et on le voit dans le livre, dans la dernière partie en prison, ils ont parfaitement entériné l'échec de Daesh pour eux. Il faut préparer la suite, ils sont dans cette logique-là. De fait, effectivement, ils préfèrent les prisons françaises aux prisons kurdes, c'est évident. Mais est-ce que ça veut dire Marie Dosé? Parce qu'il n'y a pas que des mineurs qui ont été élevés là-bas, et il y a aussi des adolescents qui sont partis en France. Est-ce qu'on peut être gothique, par exemple, en mars et djihadiste en septembre? J'ai rien contre les gothiques, mais est-ce que dans les profils que vous suivez, ça peut être ça? Mais oui, bien sûr. Et je défends, par exemple, certaines femmes qui ont été évacuées du camp d'Ain Issa. N'oublions pas qu'il y avait 10 femmes et 20 enfants dans le camp d'Ain Issa qui a été évacué suite à l'offensive turque. Et donc, ces femmes sont parties. Et 4 d'entre elles, avec 7 enfants, ont réussi à rejoindre la Turquie et donc être expulsées vers la France, puisque la France ne rapatrie personne. Ou alors des cas très isolés. Bon, ces femmes qui sont rentrées, je m'occupe de certaines d'entre elles, les profils sont incroyables. Certaines d'entre elles, effectivement, étaient des femmes fragilisées qui passaient leur temps en boîte de nuit, qui consommaient de la cocaïne, et puis qui, en quelques semaines, ont cherché la pureté, ont été emmenées vers les pires des personnes qui ont réussi à les influencer et sont parties. Donc ce que je veux dire, c'est que combattantes, Monsieur Le Drian sait pertinemment qu'elles ne le sont pas. D'abord, c'est pas moi qui le dis, c'est la documentation opérationnelle de la DGSI dans chacun des dossiers que je traite. Mais, et Hugo Micheron a raison de le dire, ça n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas dangereuses. Cela étant dit, encore une fois, chacune d'entre elles est un profil différent. Et le travail existe avec des psychologues, des psychiatres. Et là-dessus, vraiment, l'administration pénitentiaire a changé, notamment sur la prise en charge de leur rapport à l'islam aussi. Mais Hugo Micheron, Durkheim, pionnier de la sociologie, dit que finalement, la peine, dans le droit, elle doit être proportionnelle à la manière dont la faute choque la conscience commune. Or, la manière dont ces femmes choquent la conscience commune, pas parce qu'elles ont fait, mais parce qu'elles pensent des choses qui nous paraissent monstrueuses et qui sont d'ailleurs parfois monstrueuses. Est-ce que ça ne justifie pas sur le plan légal, maître, mais sur le plan presque sociétal, l'opprobre dont finalement elles sont aujourd'hui l'objet? En fait, encore une fois, mon discours est très très loin d'accabler la pénitentiaire parce que je partage le fait qu'il y a énormément de changements depuis 2016-2018. Je pense qu'ils sont très très loin encore d'être sortis de cette difficulté qui est totalement inédite, la gestion de 500 individus radicalisés derrière les barreaux. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on punit un djihadiste ? Parce que c'est ça, ces individus qui sont partis et qui sont revenus convaincus, si vous voulez, pour eux, la prison, et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup surpris dans mon terrain de recherche, c'est que, de prime abord, dans les entretiens, ils avaient identifié que la prison était en fait un espace de regroupement. Il ne faut pas oublier que s'ils sont partis en Syrie et en Irak, c'était pour se regrouper. Et donc, à partir de là, ils pouvaient, à partir de la prison, recréer des dynamiques, alors sous le contrôle de l'État, sous une surveillance étroite, dans des conditions de détention qui ne sont pas toujours évidentes, mais qu'ils arrivaient à profiter de la prison pour s'identifier, pour se former, pour finalement réfléchir à l'après-Daesh. Et c'est normal, la prison, on a du temps. Donc cette question, c'est de savoir, en fait, il y en a un idéologue patenté qui a ses propos qui sont, je trouve, très durs. Il dit finalement, je ne me suis jamais senti autant épanoui idéologiquement qu'en prison. Donc il faut vraiment prendre la prison et la réintégrer dans des dynamiques qui se produisent dans le reste de la société et dans les dynamiques qui se sont produites en Syrie qui sont en partie réimportées aujourd'hui en prison. Et c'est dans ce continuum-là qu'on arrive à faire sens des dynamiques djihadistes globales. Maître Dosé. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que une étude du Centre d'analyse du terrorisme, du CAT, sur le profil de 238 individus en lien avec les filières syro-irakiennes, jugées entre 2014 et 2017, a établi que 62%
de ces personnes n'ont jamais été condamnées et n'ont jamais connu la prison. Comme une dernière étude de novembre 2018, sur 163 djihadistes qui ont fomenté quelques 88 projets d'attentats entre 2015 et 2018, n'ont aucun antécédent judiciaire. Donc la prison n'est pas seulement le lieu où se crée. Vous ne pouvez pas vous prévaloir des manques de la détection de djihadistes pour protéger les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux-ci, par exemple, n'ont pas eu effectivement d'antécédents, mais pour les autres, parce que finalement, la question qui se pose, et elle se pose pour les revenants comme pour ceux qui ont eu un certain nombre de sympathies djihadistes, c'est de savoir s'ils peuvent commettre une récidive, maître. Et là, comment être sûr qu'ils n'en commettront pas? Bien sûr, mais attendez, d'abord, le risque zéro n'existe pas. On ne va pas essayer de faire croire autour de cette table qu'on peut effectivement s'assurer qu'aucun d'entre eux ne récidivera, c'est tout. Mais juger, ça n'est pas que neutraliser. Et c'est terrible pour les magistrats. Et ils ont une responsabilité, et je comprends la peur qui les habite lorsqu'ils jugent. Maintenant, des remparts doivent être mis en place, et sont en train d'être mis en place. Il y a les programmes PAIR pour ceux qui sont sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il y a effectivement les quartiers d'évaluation de la radicalisation, et j'y viens, parce que ce sont des experts psychiatres, psychologues, des imams, des éducateurs, des professionnels qui les entendent, qui les écoutent, qui les observent. Tout cela est mis en place pour essayer justement de canaliser ce risque de récidive et pour surtout créer des remparts contre la taquilla et la dissimulation. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas considérer qu'ils ont tous le même profil parce que justement, on jugerait dans la peur. Hugo Micheron. En fait, on n'est pas condamné à ne rien comprendre en matière de djihadisme. Et ça, c'est très important. Les profils qui ont été évoqués, ces individus qui étaient en boîte de nuit cocaïnés et qui se retrouvent sous Daesh, ils existent, mais ils partent après 2014. Ils font partie de la troisième vague des départs. Il y a 3 vagues. La première, c'est celle des pionniers. Ces individus, c'est les vieux de la vieille. Ils étaient dans le djihadisme depuis 10-15 ans en France. Ensuite, les cercles se sont élargis. Et en fait, si on voit ces profils fragiles, c'est parce qu'après 2014, il y a vraiment un mouvement de masse des départs, et ça, on le retrouve partout en Europe, et qui fait que des individus finalement vont basculer de plein de façons, mais réduire le djihadisme à ça serait une grossière erreur. Et c'est le débat public s'est contenté de ça. En fait, entre 2015 et 2020, on a réduit le djihadisme finalement à un décérébré radicalisé sur Internet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, de la même façon qu'il y a ces djihadistes Facebook, comme ils sont présentés par certains djihadistes que j'ai rencontrés, il y a surtout la colonne vertébrale du djihadisme français, qui a été, si vous voulez, c'était des militants avant la détention, c'était des militants pendant la détention, et ça peut être encore des militants après. Le djihadisme français, ce que je veux dire, c'est que c'est un défi de société, beaucoup plus que sécuritaire. C'est un défi de société qui est en fait encore devant nous. Et de ce point de vue-là, la décennie qui vient va être fondamentale. On ne peut pas se contenter pour l'instant d'approximations sur le sujet. Et je veux dire, il faut poser le diagnostic et y répondre de façon totalement dépassionnée, en évitant de réduire ça à une question sécuritaire, sinon on passe à côté du gros du phénomène. Un mot de conclusion, Marie Dauzé, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui pour ces jeunes gens qui sont jugés, détenus parfois ? Alors, d'abord, moi, ce que je réclame aujourd'hui aussi, c'est ce que réclament les grands spécialistes du contre-terrorisme américain et anglo-saxon dans une lettre publique du 11 septembre 2019. C'est surtout qu'on ne prenne pas le risque de la dispersion et qu'on rapatrie nos ressortissants majeurs et mineurs. Les ressortissants majeurs doivent être jugés en France et on doit sauver 300 enfants qui sont innocents et qui sont en train de mourir dans ces camps. Je lisais hier avec effarement le tweet d'Emmanuel Macron sur l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui explique que ces droits de l'enfant ne sont pas respectés partout et l'enfance fait face à de nouvelles menaces. Notre combat est celui de l'enfance alors même que depuis 2 ans et demi, nous essayons de sauver ces gamins dans le vide. Donc ça, c'est la priorité. D'abord parce que c'est une des victoires de Daesh de nous faire renoncer à nos principes fondamentaux, c'est-à-dire sauver ces enfants. Merci Marie Dauzé. Les victoires de Daesh quand nos peurs fabriquent du terrorisme. C'est aux éditions Plomb. Hugo Micheron, le djihadisme français. Quartier, Syrie, prison aux éditions Gallimard.